a décapoté, on est sport, on est courageux. Il pleut à moitié, il fait 2 degrés. Ouais, 2, t'es gentil, il fait plutôt moins 2. Et tout le monde a une histoire avec une 205, tu vois. Moi j'ai mon grand-père que j'ai pas connu, qui a bossé dessus, qui a bossé sur l'ingénierie des boîtes de vitesse. À force de conduire des bagnoles avec des radars partout, je me dis, s'il y a un obstacle, elle va biper, puis pam. T'as connu ça. Tu es un enfant, toi, forcément. Je me rappelle les pubs à chaque fois avec le sacré numéro. Mais ouais, c'était génial. Petits observateurs, j'espère que tout le monde va bien. Et puis abonnez-vous à POA, c'est important, on le dit jamais assez. Encore une fois, je cherche le roux body. Je ne sais pas où il est. Vous savez, de temps en temps, il prend des voitures, il a envie de s'amuser. Et là, je crois qu'il a encore envie de s'amuser. Il fait 2 degrés, mais il est en décapotable. Parce qu'on va parler aujourd'hui de Peugeot. Mais le passé, le futur, le présent. Voilà, je dis, à chaque fois je te cherche et après tu souris au volant de ta cabriolet. Tu sais que j'ai appris à conduire sur cette voiture, alors pas la cabriolet, mais sur une 205 SR avec des jantes alu. Ma mère avait une 104 et on s'est acheté ça. C'est moi qui l'avais. C'est un épisode un peu spécial, hein. C'est comme une vidéo du mercredi, mais il va un peu plus de choses. Mais c'est pas tous les jours qu'on a. Là, on fête les 40 ans de la 208, mais. 205. 205, ouais, au lapsus. Ouais. Et c'est vrai que la 208, c'est vraiment. Mais non, mais je suis super ému, tu sais quoi En fait, la mémoire du corps. Ouais. Je retrouve des sensations, notamment dans la boîte qui est quand même un peu floue, tu vois. C'est tellement doux, mais les choses me reviennent. Ça, je te jure, ça me fout un coup sur le paletot. C'était hier. Tout le monde a une histoire avec une 205, tu vois. Moi j'ai mon grand-père que j'ai pas connu, qui a bossé dessus, qui a bossé sur l'ingénierie des boîtes de vitesse. Et j'ai la mère de mon meilleur ami qui avait une CTI. Donc j'ai un peu grandi avec la CTI. Et le côté décapotable, là, c'est la liberté. C'est la France. Alors nous, on n'avait pas de décapotable, c'était le rêve, la CTI ou le... Mais franchement, que de... Puis c'est tout petit aussi. C'est super émouvant. C'est super émouvant. Et je suis frappé, tu vois, de l'état de la voiture qui nous a été prêtée. Mais c'est une des toutes dernières. Je ne savais même pas qu'elles avaient des capotes électriques. Ouais. Je ne savais même pas, moi, que ça avait été... Philippe va nous en parler un peu, et tu vois, je repense 50 ans la Renault 5, 40 ans la 205. C'est tellement une partie de l'histoire de France, comme tu disais, tout le monde a eu son petit morceau de cette voiture. Et tu te dis, mais il s'est passé tellement de choses dans le monde automobile entre-temps. C'est un peu les questions qu'on posera à Philippe, mais je suis... je te jure, je pensais pas, hein, parce qu'on prépare mais elle m'émeut cette voiture. C'était génial. Regarde qui nous attend. Salut Philippe, tu vas bien? Salut Renaud, comment vas-tu? Ben, je suis ému là, tu m'as rajeuni de 40 ans, tu vois. 40 ans. Jean-Julien, ça va? Impeccable. Philippe, juste, tu es directeur de Clara Automobile, mais ceux qui suivent POA depuis longtemps. Tu m'as dit c'était il y a 8 ans, et franchement, tu nous avais appelé, on était venu te voir, tu avais... avec une RCZ, on avait une Arca et tu nous avais mis entre les mains une 308 GTI. Les vidéos tournent toujours avec Florian, Cédric. On venait juste de la voir, super moment, c'était top. Et on s'était toujours dit qu'on se reverrait. Maintenant, tu es à La Roche-sur-Yon et tu as dit mais venez, moi j'ai plein de choses à vous montrer. Et on est revenu, tu vois, il faut être patient avec POA. C'est cool, c'est super de vous avoir en tout cas. Et quand je t'ai dit mais il y a un truc à faire, voilà, avec une petite 205 sur la 208, les 40 ans, je trouve que ça résume tout, tu m'as dit j'ai ça. J'ai ça, et puis on a parlé des 40 ans de la 205, parce que c'est vrai que il y a 10 ans, quand j'étais au Mans, on avait fait déjà les 30 ans de la 205. J'avais été bluffé, on n'avait pas fait de communication, et il y avait 70 voitures qui sont venues. L'année d'après, on a fait les 30 ans de la 205 GTI, on a eu 166 voitures, on a fait un truc au drone, je me souviens, j'étais hyper fier, c'était génial, c'était génial, et déjà, on pressentait que la 205 était vraiment l'icône de Peugeot en fait, et qu'il y a des Peugeot connus, il y a des Peugeot qu'on a aimés, les coupés, les cabriolets, 4
404, 504, etc. Mais là, plus de 5 millions d'exemplaires, le succès commercial de 205, il suffit de voir le nombre de 205 qui roulent encore aujourd'hui, la robustesse de la voiture, toutes les versions qu'on a là, y compris, alors là on t'a dégoté un cabriolet. Ça c'est une voiture qui est un gars de chez toi, il n'a pas pu venir, mais je le salue, parce qu'il est malade, mais franchement, il l'a restauré. Voilà, c'est une voiture qui a été refaite ici, hein, donc c'est un peu les derniers, parce que c'est un 93, hein, avec une configuration CJ, jantalliage, le bouclier devant, la couleur un peu qui le rajeunit, je trouve, qui est assez sympa. Il a la capote électrique. Je savais même pas qu'il y avait ça, ce que je disais à Julien, moi je savais pas. Avec le petit bouton. Non, c'est très marrant, il a les vitres manuelles, mais il a la capote électrique. Les petites jantes alu qu'on avait connues à l'époque. Sur les SR, mais tu sais que moi j'ai fait exactement. vendre ça, acheter ça à ma mère, je m'étais battu pour que sur notre SR on ait ça. Ça paraît tellement dérisoire aujourd'hui, mais je m'en souviens en tant que môme, j'avais 18 ans, je voulais qu'elle ait ça, c'était... Donc très marrant, donc voilà, on voulait que tu fasses une arrivée avec cette voiture-là qui est mythique, et puis c'est vrai que des cabriolets comme ça, 4 places... Philippe, moi très sympa. j'ai une question, franchement, quand je vois la 208 aujourd'hui, en plus sur un pied de nez on a la même couleur, est-ce que, parce que tu es dans le métier depuis très longtemps, c'est les mêmes personnes d'il y a 40 ans qui viennent acheter, enfin tu vois, qu'est-ce qui a changé en 40 ans? Est-ce que c'est le même profil d'acheteur d'une 205, d'une 208 40 ans plus tard, ou c'est plus du tout les mêmes considérations Alors, la question est super intéressante parce que je trouve... À 3 heures. Je trouve que la mission... Merci, mais je trouve que la mission de 208, justement, c'est de faire le boulot qu'avait fait 205 à l'époque. 205, on sait qu'elle était un peu coincée entre 106 et 306, mais pour autant, elle était tellement juste, cette voiture, et il y avait tellement de versions, elle était déclinée dans tellement de versions. On a eu des Turbo D, des versions de GTI, de Gentry, de Roland Garros, et de la Junior, hein, qui n'est pas moins mythique. Hein, c'était une super idée de faire une 205 Junior. La 208, elle fait un peu le même boulot. On a une 208 Like qui est tout à fait dans l'esprit de la 205 Junior. On va la voir, là, celle-là. On a des versions essence, diesel, boîte méca, boîte auto. Alors, on peut lui faire le reproche, pour le coup, de n'exister plus qu'en 5 portes, mais c'est vrai que les clients se sont vraiment détournés des 3 portes. Donc, elle n'existe plus qu'en 5 portes. Par contre, elle a une carte dans sa manche, et qui est bien dans son époque, c'est qu'elle existe aussi en version électrique. Donc, tu peux choisir une essence, une diesel, une électrique. La clientèle... Mais c'est ça, ça je suis d'accord, mais moi j'ai le sentiment, je connaissais plein de gens qui achetaient, que c'était plus facile. J'ai le sentiment que c'est plus facile d'acheter une 205 il y a 40 ans qu'acheter une 208 aujourd'hui. Est-ce que je me trompe ou pas? Parce que la complexité de l'offre, Non, tu as raison, tu as raison. Est-ce que ça demande plus d'arguments ou finalement sur cette série-là, c'est assez puissant pour que les gens viennent un peu comme J'ai ça. envie de dire que du coup, nous on a une vraie carte à jouer en tant que distributeur sur le conseil. C'est-à-dire qu'un client aujourd'hui qui prend une diesel, ça correspond à un certain besoin, même si ça se réduit considérablement. L'électrique, ça s'explique. Le prix des voitures a aussi augmenté, la sophistication. Ouais, c'est ça, les contraintes de sécurité, parce que je te parle de la 208 Like. La 208 Like, elle reconnaît les panneaux de signalisation, elle a la remise en ligne, elle a 6 airbags, etc. Tu n'avais pas ça dans la Junior. Donc bien sûr, quand tu montes dedans, tu te rends compte de la fragilité, tu as l'épaisseur des portières, etc. Ouais. Donc on voit bien que c'est un autre monde quand tu vois une 208. Alors en plus, on est sur une version haut de gamme, tu as l'impression que c'est une Mini 508. Donc inévitablement, le tarif a augmenté. J'ai envie de répondre à ta question en te disant, finalement, on ne l'achète plus autrement. D'ailleurs, on ne l'achète plus, on la loue, la voiture. Et ça te fait pas peur, toi, en tant que distributeur? Je sais que c'est un débat qu'on a souvent sur POA, les voitures sont chères. Du coup, est-ce que c'est pas plus compliqué à vendre, ou est-ce que finalement la valeur qu'il y a en plus, les gens la perçoivent, la comprennent Je parle vraiment sur les séries 200, je ne parle même pas dans d'autres domaines. Mais les tarifs sont intimidants, donc du coup on parle en location, et aujourd'hui la vie d'une voiture, on dit souvent nous distributeurs que la voiture elle aura 3 vies, c'est-à-dire qu'on va la vendre en neuf à un client qui l'achètera neuve et qui l'aura pendant 3 ans, après elle sera sur notre parc occasion qui est derrière nous et on la relouera pendant 3 ans, et après on la vendra ou on la relouera si c'est encore possible pendant 3 ans. Donc les voitures, on a presque déjà une stratégie de durée de vie. Sur 10 ans quoi. Non mais c'est complètement ça Renaud. Alors que quelque part, quand tu t'achetais une 205 SR ou ce que tu voulais, tu l'achetais et puis advienne que pourra quoi. Tu espérais qu'elle soit fiable, tu espérais qu'elle dure longtemps, etc. Et tu n'avais pas forcément ce côté mensualisation de ton budget automobile. On vend l'entretien avec, on vend la garantie avec. Mais ça, c'est tout le marché qui fait ça. C'est la façon de l'acheter, la façon de la vendre, ça a changé. Après, franchement, l'ADN de la voiture et ce qu'on en fait, j'ai envie de te dire qu'elle est bien plus polyvalente que la 205.
205. Elle sait faire bien plus de choses que la 205. Elle fait 4,05 m, c'était la taille d'une 306 qui vient de fêter ses 30 ans d'ailleurs. Donc voilà, il y a des évolutions. Bah oui, les 30 ans de la 306, c'était 93, on ne peut pas toutes les faire. Mais il y a des gros points communs. Après, voilà, les différences d'époque, c'est qu'on voit bien que l'électrique est en train de prendre une place importante. Hein. C'est quasiment un quart des ventes de 208. Et ces voitures-là, elles sont toutes en location. Une 208 électrique, les clients les louent. On va en reparler, mais on en parlait, Julien, ensemble. Toi, tu avais une question marrante. Tu me demandais, quand on arrivait, est-ce que finalement, est-ce que les gens qui nos allemandes viennent c'est devenu quoi Peugeot? On va continuer à marcher. Si on est là, c'est vrai que c'était aussi pour parler des 40 ans de 205, faire le petit clin d'œil avec la 208. Mais c'est aussi ça, c'est le nouveau logo. Et c'est pour ça qu'on voulait venir chez toi et voir une concession. Parce que Peugeot d'il y a 10 ans, c'est pas le Peugeot d'aujourd'hui. Et moi, ma première question, c'est de savoir un peu, voilà, est-ce qu'avec le nouveau logo, les voitures qui ont changé, est-ce que d'autres gens osent pousser la porte de chez Peugeot, peut-être qui aimaient les Allemandes avant, ou est-ce qu'il y a encore Sachant que les voitures sont de plus en plus puissantes aussi. Il est un fait certain, ça a échappé à personne, que les Peugeot ont vraiment changé. Il y a eu un saut de génération, ça a commencé avec l'iCockpit, et ça c'est un des sujets de passionnés qui moi me réjouit le plus. Parce qu'il y a des gens, ça leur fait peur, franchement. C'est quelque part, moi je trouve que c'est très bien d'avoir transformé les Peugeot de l'intérieur, parce que c'était un truc qui n'existait pas avant. Les Peugeot sont connus pour leur design élégant, leurs prestations routières de qualité, mais finalement l'intérieur était assez conventionnel. Et moi ce qui m'a plu dans la première 208 qui est sortie en mars 2012, c'est qu'on avait ce volant compact, on regardait les phares dessus. Comme ça. Voilà, il y avait cette ambiance intérieure qui changeait, et ça a commencé par ça. Mais ça par exemple, les mecs, ça les fait flipper, ou les gens disent waouh, mais ça interpelle, et c'est génial pour un commerçant. C'est génial pour un commerçant d'avoir une histoire différente à raconter. C'est-à-dire que j'imagine des produits concurrents, on s'assoit dans la voiture et puis on commence à détailler les prestations. Là, on a même changé la façon de conduire, donc ça choque certains. Je vous fais une vraie confidence de passionné d'automobile. Moi, quand j'ai vu la 208 la première fois, j'ai réglé mon volant comme d'habitude, et je me souviens très très bien d'avoir dit à Jérôme Micheron, que je salue et qui est un type formidable, qui a un beau poste au produit chez Peugeot, et je me souviens d'avoir dit à Jérôme, mais le volant cache les compteurs. Et Jérôme me dit non. Et il est grand comme moi, il me dit regarde. Ah oui, d'accord. Et j'ai compris, donc ça demande une explication. Pour des commerçants comme nous, c'est passionnant d'avoir une histoire différente à raconter. Donc les Peugeot, elles ont commencé à changer par ça. Il y a eu 208, la 308 T9 qui sort fin 2013, elle casse les codes avec son tableau de bord très épuré, la voiture perd 150 kg par rapport à celle d'avant. Ce qui était rare, le fait d'avoir une voiture aussi plus légère, parce qu'en général c'était plus grand. On pensait qu'il y avait une fatalité, qu'elles allaient toujours être plus lourdes. Et puis révolution avec le 3008. La vraie montée en gamme, la preuve que cette fois-ci on rigole plus, c'est vraiment le lancement du 3008 en 2016. Et là, on a devant la porte des clients qui viennent avec des Audi A3. C'est avec le 3008 que ça a commencé, on va aller vers le 3008. C'est vraiment, pour moi, le point de bascule, c'est lui. là où ça a été. Pour moi, le point de bascule, c'est lui. Le SUV un peu surdoué. Souvent, je dis que c'est l'iPhone, ce truc, parce que tout le monde l'a, mais tout le monde le veut en fait. Il continue malgré, il a quoi? Il a 8 ans, enfin je sais pas. 2016, il aura 7 ans en fin d'année, donc 7 ans, aujourd'hui c'est un âge canonique pour une voiture, mais... Tu nous as dit un truc, là aussi ça nous a marqué avec Julien, tu as dit attends, non, Peugeot, nous on va de la 208 à la 508 PSE, et tu as dit attention, quand j'ai dit c'est premium, tu as dit non, on est constructeur généraliste haut de gamme. Moi je trouve que c'est une nuance, j'ai dit non mais faut pas non plus qu'on se la pète, c'est parce qu'on pourrait croire en écoutant. C'est indispensable, on peut pas avoir vu une 205 et dire toutes les concessions Clara ont fait le rassemblement pour les 40 ans de la 205 et se dire maintenant on s'en fiche de cette espèce de simplicité généraliste qu'on a tant aimé parce que maintenant on veut aller que sur du premium. Donc généraliste haut de gamme, ça veut dire quelque chose, c'est qu'il y a généraliste tout court et il y a des gens qui font ça hyper bien et on est aussi distributeur Citroën et Citroën c'est une marque généraliste, Renault est une marque généraliste. Peugeot s'est choisi ce positionnement parce que ça paraît cohérent. Donc ça voulait dire qu'il fallait revoir les intérieurs, ça voulait dire qu'il fallait un design qui soit vraiment magnifié ou carrément audacieux, qu'on voit sur 408 où on se dit waouh, ils sont allés loin. Généraliste haut de gamme, c'est des prestations intérieures, c'est la valeur résiduelle de la voiture, c'est-à-dire que on a un peu couru derrière les Allemands sur ce sujet-là en se disant une voiture qui a 5 ans, qui a 6 ans, qui a 7 ans, qui a 10 ans, elle vaut encore quelque chose. Donc c'est ça la posture généraliste haut de gamme et c'est vrai que ça nous a fait venir des clients de marques premium pour le coup, qui savaient des petits produits premium et qui sont venus chez nous en disant waouh. Mais je sais que c'est pas pour la vidéo parce que je te connais depuis longtemps, tu m'as dit mais nous il faut jamais qu'on oublie, on serait mort si on traitait pas la dame qui vient. Il y a une 106 Kid. Qui vient avec sa 206, je sais pas si c'est XR, tu m'as dit mais si on lui fait pas l'entretien, si on la. Tu dis il faut qu'on la traite exactement pareil, sinon on est mort, tu m'as dit. Alors c'est vrai que ça sonne bien, mais je sais que ça. Tu m'as dit mais voilà. Parce qu'on sait que les voitures ont tellement de prestations, mais il faut pas oublier. Il y a plein de choses derrière tout ça. Parce et on avance, il y a le premier sujet, tu flingues ta marque si tu t'occupes pas de tes clients
clients, quel que soit ce que tu leur as proposé avant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas renier. C'est comme si Kellogg's disait non mais les cornflakes maintenant on ne veut plus en faire parce que bon c'est un truc. On va faire maintenant de la céréale premium. Mais ça n'a pas de sens. Tu me laisses mes Kellogg's cornflakes et si tu veux faire des cornflakes caramélisés, chic, bio, vegan, ce que tu veux, tu fais. Mais ne m'oublie pas en fait. Donc moi j'ai toujours l'idée, je me mets toujours à la place de l'autre, ça doit être à la place du client. Je me mets à la place de l'étudiante avec sa 106 Kid qui tout d'un coup a un problème de masse et les clignotants qui deviennent fous et elle se fait klaxonner dans la circulation 3 fois de suite. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est que cette jeune fille, quand elle parte de chez nous, elle ne tombe pas sur quelqu'un qui lui fasse un devis à 1500 en disant bah, c'est toute la centrale électronique, il faut tout changer. Mais c'est essayer de voir si on peut la dépanner, c'est lui proposer une pièce de réemploi, une pièce d'occasion. On va beaucoup en parler de ça dans l'avenir, c'est sûr que vous allez en parler. Et la loi l'oblige en plus. Maintenant. La loi l'oblige notamment pour les pièces de carrosserie. Les n'aimaient pas ça, en fait, vous, toi tu dis mais non, c'est mais on n'a pas de tabou avec ça, c'est comme pas aimer le progrès. Tu dis bah, le plus tard possible, on va continuer de mettre des pièces neuves. Puis un jour, tu n'as plus de clients du tout. Donc, et puis il y a la législation qui est de bon sens. À quoi ça sert d'aller refrapper une portière de 207 quand tu peux réutiliser une pièce. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. On est d'accord. Ouais. L'interview qu'on est en train de faire, on est dans un mois de commerce pour l'automobile qui est juste très, très, très difficile. En ce moment, c'est très compliqué. Parce qu'on dit beaucoup de choses. On dit beaucoup de choses contre l'automobile. On est à un point de bascule. On est en pleine transition énergétique. Le mot important, c'est transition. Donc le client qui achète encore une voiture thermique aujourd'hui, il a entendu parler des ZFE, il a entendu parler de 2035. Est-ce qu'en 2035, on va brûler toutes les voitures thermiques qu'on a d'occasion sur le parc? Enfin, voilà, ces gens-là n'ont pas de réponse et c'est à nous de leur apporter en fait. Donc tu me connais, je suis un peu bavard et sur la vidéo je fais encore mes preuves, mais ce que je veux dire par là, c'est que t'aimes ton métier. Alors, quand un client vient vers nous, c'est à nous d'essayer de lui donner sans faire la leçon, sans que ce soit mercantile tout de suite, parce que bien sûr qu'on est là pour vendre et réparer le plus de voitures possible, mais déjà raconter un peu l'histoire, dire que réglementairement la communauté européenne décide que les voitures thermiques c'est la fin en 2035, que c'est un législateur qui a décidé, que c'est un élu Europe Écologie Les Verts qui a pris cette décision, sans faire de politique, il faut juste être factuel en se disant voilà, ces gens-là ont décidé ça, donc ça nous laisse un tunnel de 12 ans pour choisir. Du coup, qu'est-ce que vous faites avec votre voiture? Quel usage vous en avez? En gros, tu passes 4 heures à les briefer maintenant, les gens. Enfin, non, mais je veux dire, par retour, on en revient à la 205, comme tu dis, on venait, on ne posait même pas la question. On disait, pendant très longtemps, en fait, sur plein de voitures, c'était est-ce que je prends le bloc 110 ou 130? Ça s'arrêtait là, quoi, c'est un peu le truc. Alors, probablement qu'on parle un peu moins bagnole, au sens POA du terme, y compris parce que le client, il a déjà regardé avant. Ouais, il sait tout, donc tu disais, ouais, il vient, il a regardé les excellentes vidéos des petits observateurs, il a regardé tous les autres et il dit bon bah j'arrive, si je viens voir la 408, c'est que je suis un peu au courant qu'elle a un cul de Lamborghini Urus, donc on passe pas 2 heures là-dessus. Ouais. Par contre, comment en loyer je peux arriver avec la bonne motorisation, comment ça peut coller avec mon besoin et mon budget. Et aujourd'hui, et on en a parlé ce matin, tu as vu les vendeurs qu'aujourd'hui qu'on appelle conseiller commercial, plus que jamais ils portent bien leur nom. Le mot important dans conseiller commercial, c'est conseiller. Parce que sinon... Non, mais ils retrouvent j'allais dire de l'importance, parce que franchement, faire le tri entre tout ça, les motorisations, les financements, les machins, tu sais, pendant longtemps, on disait ouais, avec Internet, ce sera la mort des vendeurs. Moi, je me dis, mais en fait, viens, on continue à avancer, on va aller voir le... C'est quand même là la vraie vie aussi Mais justement, quand je te posais la question, tu disais ouais, on va pas se mentir, ça demande plus de temps de pédagogie pour vendre une voiture. Est-ce qu'aujourd'hui les voitures sont plus fiables ou tu as plus d'emmerdes électroniques, de machin, tu vois, quand on est dans un atelier? Ou est-ce que globalement, les gens qui disent c'était mieux avant il y a 40 ans, c'est quand même, tu vois... Mais les ennuis sont différents, c'est-à-dire qu'on n'a plus de synchro de troisième, on fait plus de joint de culasse, on se fout pas en l'air parce qu'on a une bague de train arrière qui tout d'un coup fait que la voiture se met en crabe. Évidemment que les soucis qu'on a, ils sont particulièrement sur l'électronique. Et dès qu'il y a une nouvelle technologie, comme les constructeurs se tirent la bourre pour sortir les belles innovations en premier, c'est évident que c'est là qu'on a des sujets. Donc après, les équipes sont formées tout le temps. Ça, c'est quelque chose aussi que le grand public ignore. Hein. On ne fait pas que réparer des voitures parce qu'on aime la mécanique. Enfin, les niveaux de formation, les heures de formation, les coûts des formations qu'il faut aujourd'hui pour réparer toutes les autos, c'est juste incroyable. Et puis là, on passe quand même, tu vois, il y a quand même des autos qui tiennent le coup. Hein. Celle-là, quoi, elle a combien? 650 000 km.
À 601, ouais, 600. Bah oui, mais c'était il y a presque- c'était il y a presque un an, donc tu vois, ça c'est galope l'horreur un en vous, peu. Parce que le mec, tu sais, j'avais un concessionnaire Volvo, il disait les mecs, ils viennent me voir, ils n'achètent pas de nouvelle voiture, ils me disent j'ai fait 500 000 Mais km. encore une fois, c'est le contraire de l'horreur. C'est-à-dire la cliente qui a une 106 kid et qui a besoin d'une ampoule, ce client-là qui change pas sa voiture, mais qui vient nous voir quand même 2 fois par an pour faire l'entretien, etc. La Clio a été entretenue là en plus, celle-ci. Celle-ci en plus, elle a que été entretenue là. C'est vraiment une voiture de la maison. On n'est personne pour juger de qui sont nos clients. C'est un peu ça le truc. Il faut une espèce de générosité de se dire voilà, un client qui a une 308 GTI, bah, on en prend soin. On imagine qu'il n'a pas cette voiture-là par hasard. Un utilitaire d'une société qui en a besoin très très vite, tout de suite, parce que ça roule, parce que il y a des ouvriers qui bossent dedans. Moi, c'est ce que j'aime dans la marque généraliste, et c'est pour ça que ça fait le lien avec ce qu'on se disait dans le hall. Marque généraliste haut de gamme, ok, mais on a les 2 pieds qui posent bien par terre. On sait qu'il y a des clients qui achètent des 508 Peugeot Sport, etc. et qu'évidemment, il y a un côté affect, il y a quelque chose. Un client qui achète une 408 la semaine du lancement, bah, il y a beaucoup plus d'affect que quand ce sera la voiture de société d'un collaborateur dans 3 ans. Donc voilà, à nous de faire du sur-mesure. Et c'est ça qui est passionnant en fait. Et quand tu regardes ce qu'on a dans l'atelier... Alors justement, tu nous sens une perche, on va un peu finir par ça, parce qu'on se pose plein de questions. Là, il y a une 208 électrique. Est-ce qu'entre, parce que tu sais que tu as l'électrique, tout de suite, tu as des cris d'orfraie, tu as des fans, tu as des comptes, c'est encore chaud comme sujet, mais à l'entretien, qu'est-ce qu'on a comme genre de panne par rapport à ce qu'on avait avant sur les genres de voitures? Tu vas me dire on n'en a aucune, mais c'est quoi l'entretien d'une 208 électrique de ce qui remonte depuis 2 ans? D'abord, je dis pas qu'on n'en a aucune parce que la vidéo qu'on fait là, c'est pas pour vendre quoi que ce soit, c'est vraiment pour. Moi, j'adore parler de mon métier et on se dit les choses. On a eu des cas, on a eu des 208 avec des autonomies qui n'étaient pas les bonnes ou des racks batteries qui étaient défaillants, etc. Donc on s'apprend aussi à renvoyer des racks batteries à l'usine, à les faire revenir. L'usine s'apprend à réparer les racks de batterie, on répare les cellules, on réfléchit déjà nous à notre échelle à avoir les formations et un bâtiment spécifique pour pouvoir réparer les batteries. Parce qu'on parlait de recycler les batteries il y a 2-3 ans, mais cette analyse est déjà obsolète. On va les réparer les batteries, on va les réutiliser, on va en faire autre chose. Probablement tu peux avoir une ou 2 cellules qui ne marchent plus, mais tu n'as pas besoin de changer toute la batterie. Mais bien sûr, on a certaines. On sait qu'il y a des startups qui sont en train de naître à droite à gauche en disant nous on va s'équiper pour le faire, parce que bon, on a un groupe de concessions important et on va s'équiper pour le faire. Pour répondre à ta première question, au-delà des emmerdements qui sont pas nombreux, parce que finalement c'est quand même une technologie assez simple, une voiture électrique, il faut se le dire. Ça consomme des pneumatiques, parce que les clients font pas forcément gaffe, mais l'immédiateté du couple de l'arrivée de l'électrique fait que ça consomme bien plus de pneumatiques que les autres voitures, des plaquettes de frein. Après, pour le reste, très honnêtement, ce sont des autos qui sont plutôt fiables et dont les clients sont super contents, à condition qu'on leur a expliqué comment ça marche. Ouais. Voilà, tu pars à 130 sur autoroute, tu mets les sièges chauffants et tu te dis nickel chrome, je vais faire 300 km, tu vas à la catastrophe en fait. C'est comme si tu étais à 200 dans la même en thermique, tu vas pas faire l'aller-retour. Donc il y a une explication qui va avec. Il y a des gens qui viennent et qui en veulent une et ils repartent pas avec parce qu'ils leur disent non, vous allez être déçus, vous nous preniez mais évidemment. Quand tu veux, c'est comme avec un ami, tu donnes pas un mauvais conseil à un ami. Je dis pas qu'on est amis avec tous nos clients, il n'y a pas d'angélisme dans mes propos, mais il faut essayer de donner le meilleur conseil possible. On a certains clients qui sont électro-compatibles, comme on les appelle. Là, il faut y aller, quoi. Il faut y aller parce qu'on leur fait gagner. Ils ont 12 ans d'avance, ces clients-là. Ils ont 12 ans d'avance et on leur vend en location parce que dans 3 ans, il y aura forcément des évolutions technologiques, il y aura forcément un peu d'autonomie en plus, il y aura forcément une nouvelle calandre, etc. Donc, en plus, la location permet de rentrer dans un système où tous les 3 ans, tu as presque un kiff. Tu vas gagner en techno, tu vas gagner en autonomie, tu vas gagner en design. Donc, c'est pas Je finis là juste sur le côté conseil, ce que tu nous disais un petit peu quand on a fait un tour. Ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un qui doit faire absolument 30 000 bornes et qui veut un diesel et qui à la base était mis pour une 408, tu vas dire peut-être qu'il y a la 308 SW ou peut-être qu'il y a une 508 First Edition sympathique. Enfin, le but c'est pas d'absolument vendre un truc en particulier, c'est de trouver dans la gamme ce qui peut le mieux correspondre. Attends, on va laisser. Ça bosse vraiment. C'est toute la difficulté du truc et à la fois ce qui est passionnant. Ça nous est tous arrivé de rentrer dans un magasin de fringues. Quand tu as acheté cette veste, c'était peut-être pas celle-ci que tu avais vue. Tu avais vu une beige avec des poches plaquées. Puis Julien, si. Tu savais combien consommer. C'est dans une friperie, donc je peux dire que j'ai pas eu beaucoup de. Tu vois bien ce que je veux dire. C'est un moment, si tu tombes sur un commerçant déjà qui détecte bien tes besoins, qui demande mais pourquoi tu as aimé cette veste-là, qu'est-ce que tu aimes dans cette veste-là, et c'est un peu ce que tu disais sur la 408. Il y a des clients qui vont venir sur la 408. J'ai coutume de dire qu'un nouveau modèle, c'est une locomotive de gamme. C'est-à-dire que ça va faire venir des gens.
Et c'est l'effet Kellogg's d'ailleurs. Je suis sûr que Kellogg's vendra plus de cornflakes si tout d'un coup ils sortent une nouvelle céréale dont le paquet est à côté de l'autre. Mais du coup, tu te diras, ah bah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de cornflakes. Et là, c'est la même chose. Tu vois la 408 hybride rechargeable, le client il fait 45 000 km par an. Bon. On va lui vendre un beau break 308 SW GT Pack, les écussons sur les côtés, les jantes de fou, il a la même techno intérieure et il aura un diesel boîte auto. Voilà, donc on essaye de donner le bon conseil, on réussit pas toujours et puis bon, on rate plein de ventes et puis les clients partent, on est fair play, ils reviennent. Voilà, c'est aussi l'avis du... Si tu respectes vraiment les clients, bah, de temps en temps, il faut aussi perdre avec élégance. Hein. La concurrence fait de temps en temps de très beaux produits aussi. Hein. Merci Philippe, c'est vachement sympa, Ouais. franchement. La bagnole n'est pas morte. Voilà. Non, pas du tout. C'est, tu vois, moi ça me C'est cool de vous avoir. On voulait avoir ce rendez-vous. Moi, Ça fait longtemps hein, qu'on et je suis content de faire cette vidéo parce que parfois les gens ont une vision de nous en se disant bon bah de toute façon les distributeurs ils sont has-been. Il y a la légende comme quoi on a des marges qui sont indécentes sur les voitures alors que nous c'est vraiment le volume qui nous paye. Ouais. C'est pas à chaque fois qu'on vend une voiture qu'on se dit super on a vendu une voiture. Ce qui est important, nous on est animé sur des primes de volume, on est animé sur des primes qualité. L'essentiel de super rude, quoi. mais c'est ça, l'essentiel de notre métier, c'est du management, c'est la qualité des garçons, des filles dans les équipes qui veulent donner un max de bons conseils à nos clients. Quoi, hein. Il y a vraiment une vision à long terme Il du y en truc. a un qui sortit avec la 600 Elle est 000, hein, repartie ça pour sera 100 la... 000 km. Là, Ouais, comme ça, on va savoir combien là. elle va atteindre le million. 634 747, elle est prête à décoller. Bon, on va pas aller voir celle des gendarmes, mais je sais que dans les commentaires, il y en a qui diront un jour on veut présenter la... Quelles sont les différences et tout, les Ouais, girons, les ouais. trucs et tout. Merci Philippe. Bon, Merci, bah, merci écoute, à vous, c'était, vraiment. voilà, une belle immersion dans la vraie C'était un vie. clin d'œil par rapport Ouais. à 205, mais en même temps, c'est vrai que ce côté concession Peugeot avec tout ce qui a été fait, on avait vraiment envie de poser des questions. Quoi. Ouais. Un grand merci.